Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso. Pourtant, près de 70% des routes stratégiques ont déjà été reprises. Entre ces deux chiffres, un pays oscille chaque jour entre survie et renaissance, sous le regard d'un peuple épuisé mais debout, qui refuse de quitter sa terre. Pour Ibrahim Traoré, ce paradoxe n'est pas une statistique de plus, c'est la mesure brutale de ce qu'il reste à sauver. Alors, que vaut vraiment une stabilisation quand les villages portent encore les cicatrices de la guerre et que les marchés peinent à renaître? Le pays avance sur une ligne de crête fragile. Chaque route réparée peut être perdue en une nuit. Chaque village libéré peut redevenir une cible. Le bénéfice attendu tient en 10 mots. Restaurer une stabilité minimale pour relancer la vie quotidienne. Mais la marge d'erreur reste infime. Si les flux logistiques ralentissent ça de nouveau, les zones déjà affaiblies pourraient replonger dans l'isolement. Et l'onde de choc toucherait immédiatement les régions frontalières. Les forces régulières, comme les VDP, tentent de maintenir un rythme constant de sécurisation. Mais la pression est disproportionnée face à l'étendue du territoire à couvrir. Pourtant, un élément change la donne. La population participe désormais à la reconstruction matérielle, créant une dynamique qui échappe aux seules décisions militaires. Cette articulation entre défense locale et reprise économique naissante pourrait devenir un point d'ancrage, à condition que la cadence soit maintenue sans rupture. Et si la vraie bataille n'était plus militaire, mais temporelle? La première rupture apparaît dans un constat froid. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du pays entre janvier et mars. Et pourtant, la circulation sur 70% des axes stratégiques a été rétablie. Ce contraste initial dévoile une dynamique inattendue. La violence persiste, mais la reconstitution des routes progresse plus vite que prévu, créant un glissement silencieux dans l'équilibre territorial. Cette évolution ne peut être comprise qu'en suivant la chaîne de causes qui s'imbrique depuis les premières offensives. Les villages abandonnés ont forcé les unités régulières et les VDP à redessiner leurs lignes de défense, transformant chaque point de passage sécurisé en levier logistique. Les convois, autrefois bloqués, circulent désormais sous escorte, ce qui permet d'acheminer l'eau, la nourriture et les systèmes de communication vers des zones isolées. Cette disponibilité minimale, fragile mais réelle, a entraîné la réouverture progressive de marchés locaux et la remise en service de plusieurs écoles, offrant aux communautés l'impression d'un retour partiel à la normalité. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré intervient comme catalyseur plutôt que comme figure centrale. Son choix de se tenir physiquement aux côtés des troupes a réduit la fracture entre l'État et les civils, ouvrant la voie à une forme de confiance pragmatique. Si le chef de l'État reste sur le terrain, alors la reconstruction ne peut pas être perçue comme un slogan lointain. Ce geste a créé une adhésion diffuse, économique d'abord, émotionnelle ensuite. Les déplacements du Premier ministre dans les camps avancés complètent ce tableau. La présence silencieuse auprès des soldats exténués rappelle que chaque kilomètre repris n'est pas une victoire tactique, mais un socle pour la survie collective. La réduction de 35% des attaques signalées par l'ONU n'efface pas les cicatrices, mais elle change la nature de la peur. Moins diffuse, plus localisée, donc plus gérable. Le pays glisse ainsi d'un chaos total vers une instabilité structurée, où chaque amélioration matérielle devient une pièce d'un puzzle national encore incomplet. Dans le camp de Tenko, le Premier ministre avance parmi les soldats, son uniforme couvert de poussière et son silence plus expressif qu'un discours. Ce déplacement, que rien n'annonçait officiellement, constitue un premier micro-case. Les hommes, épuisés, voient l'État marcher à leur niveau, ni au-dessus ni derrière, ce qui transforme une présence politique en acte opérationnel. Les conversations brèves autour des points d'eau révèlent le même motif. La fatigue est omniprésente, mais la perception d'être abandonné s'efface peu à peu. Un second micro-case se déroule dans un village récemment réouvert sur une route restaurée. Les écoles accueillent à nouveau quelques enfants et les marchés reprennent une activité minimale.
Ce n'est pas un retour à la normale, mais une reprise fonctionnelle. La reconstruction logistique enclenche une reconstruction sociale. Les habitants expliquent que la route sécurisée ne garantit pas la paix, mais permet le retour de l'eau, des enseignants et du commerce local. Cette articulation simple, presque fragile, montre qu'une infrastructure réparée devient immédiatement un multiplicateur de stabilité. Dans cette phase précoce, Ibrahim Traoré agit comme un point de convergence. Son déplacement constant de la ligne de front aux zones civiles réduit la distance entre décisions politiques et risques quotidiens. La reconstruction n'est plus un programme, mais une présence, tangible et répétée, qui sert de fil conducteur pour les communautés hésitantes à revenir. Ces signaux faibles composent une trajectoire nouvelle. Lorsque le terrain se relève, les esprits suivent. Les premières semaines de 2025 basculent lorsque plus de 60 attaques frappent l'est du pays, provoquant une rupture immédiate dans les chaînes d'approvisionnement. Les routes deviennent impraticables, les convois se dispersent, et les villages isolés se retrouvent privés d'eau et de soins. Les forces régulières doivent redéployer leurs unités dans l'urgence, tandis que les VDP, débordés, s'appuient sur des réseaux locaux pour maintenir les passages critiques ouverts. Les civils affluant vers les points d'eau ravagés décrivent des journées sans transport, sans marché et sans école ouverte. Chaque heure perdue renforce la spirale d'isolement. Le renversement survient lorsque les ingénieurs militaires restaurent plusieurs axes simultanément, permettant la reprise de près de 70% des routes stratégiques. Ce redémarrage change brutalement la dynamique du front. Les unités motorisées reprennent de la mobilité, la logistique se densifie et les villages libérés deviennent des plateformes de soutien pour les opérations suivantes. Les VDP, dont le nombre dépasse les 100 000 volontaires, renforcent les points sensibles et opèrent avec une autonomie inédite. Les drones locaux, capables d'identifier plus de 100 camps ennemis en moins de 6 mois, réduisent le risque d'embuscade et soutiennent les patrouilles mixtes. Le retour progressif de l'eau potable s'accélère avec la restauration de plus de 300 puits et 40 écoles rouvrent dans les zones les plus touchées, dessinant les premières lignes d'une normalisation encore fragile. Ibrahim Traoré apparaît à plusieurs reprises près des lignes avancées, non pour annoncer une victoire, mais pour maintenir une cohésion que les troupes jugent indispensable. Ce rétablissement partiel provoque une série de réponses contradictoires. L'ONU signale une baisse de 35% des attaques, mais les pertes humaines dépassent déjà 150 morts et rappellent que la stabilisation n'efface pas la violence. Les marchés reprennent une activité réduite, souvent quelques heures par jour, et les familles tentent de revenir dans leurs maisons brûlées. Dans ces zones frontalières restent vulnérables et les villages encore disputés subissent des allers-retours incessants entre retrait et reconquête. Les travaux de reconstruction s'intensifient, mais les équipes locales doivent constamment interrompre leur chantier lors des alertes. Le Premier ministre se rend à Tenko, montrant aux soldats que l'État ne fuit pas la ligne de fracture. Cette présence réduit les craintes d'abandon, mais ne résout pas le déficit logistique qui menace chaque avancée. Dans cette séquence, tout se joue à un rythme irrégulier. Un gain rapide sur une route peut être annulé par une attaque isolée, tandis qu'un village réparé redevient habitable seulement si les corridors restent sécurisés. La progression n'est pas linéaire, mais saccadée. Elle ressemble davantage à une lutte contre le temps qu'à une campagne militaire classique. La survie collective dépend de l'enchaînement sans rupture des petites victoires. Et c'est ce fil, tendu mais résistant, qui maintient encore la trajectoire du pays. La transition entre le chaos initial et la stabilisation actuelle repose sur un mouvement mesurable, une baisse de 35% des attaques signalées par l'ONU après l'intensification des opérations de sécurisation. Cette diminution ne traduit pas une victoire décisive, mais un déplacement progressif de la menace vers des zones plus isolées. Elle marque surtout une transformation de la géographie du risque. Les régions auparavant impossibles à desservir
deviennent partiellement accessibles, ce qui permet aux convois humanitaires de circuler avec une fréquence accrue et réduit la durée moyenne d'isolement de plusieurs villages. Cette baisse indique que les groupes insurgés perdent leur capacité de saturation territoriale. Le deuxième indicateur majeur concerne la restauration de plus de 300 puits, chiffre qui restructure directement la vie quotidienne dans les zones rurales. Ces infrastructures restaurées réduisent les trajets dangereux des civils vers des points d'eau lointains, souvent situés dans des zones CSDC à risque. Chaque puits restauré représente une réduction nette de l'exposition aux embuscades quotidiennes. L'accès renouvelé à l'eau permet aussi le retour d'une agriculture minimale, indispensable pour stabiliser les marchés locaux fragilisés par des mois de pénurie. Le troisième pivot quantitatif se trouve dans la réouverture de 40 écoles, événement qui n'a rien d'anecdotique. Ces établissements servent de centres logistiques secondaires, capables d'accueillir des distributions, des réunions communautaires et des points de coordination pour les VDP. Chaque école rouverte devient un multiplicateur social qui accélère la reconstruction locale. L'éducation reprenant, même de manière limitée, la population réévalue les zones réoccupées comme plus vivables et moins transitoires. Ce glissement psychologique modifie les dynamiques migratoires et encourage plusieurs familles déplacées à envisager un retour. Transfert progressif. Ces trois indicateurs ne suffisent cependant pas à décrire l'ensemble de la bascule. Les données montrent que la reprise des routes stratégiques et la multiplication des patrouilles mixtes permettent de réduire la fréquence des coupures logistiques. Les VDP, souvent composés d'enseignants et d'agriculteurs, jouent un rôle décisif pour maintenir ces zones stables entre deux opérations militaires. Leur présence continue crée une forme de sécurité permanente minimale, condition nécessaire pour rétablir les flux commerciaux. Dans ce contexte, la stratégie de terrain portée par Ibrahim Traoré renforce une cohérence opérationnelle qui manquait dans les premières phases du conflit. Les déplacements du Premier ministre, observés dans plusieurs camps avancés, complètent ce dispositif en réduisant la perception d'un État distant. La combinaison de ces éléments forme une tendance mesurable, mais encore fragile. La baisse des attaques indique un répit, la restauration des puits garantit la survie quotidienne, et la réouverture des écoles symbolise la réinstallation des structures sociales. Si l'un de ces trois piliers cède, la trajectoire pourrait s'effondrer. Mais alignés, ils tracent une courbe ascendante, lente mais réelle, vers une reconstruction qui ne dépend plus uniquement de la force militaire. Elle repose désormais sur des preuves tangibles, observables et reproductibles. Le premier argument critique affirme que la militarisation croissante du pays risque d'affaiblir durablement les institutions civiles. Selon cette perspective, l'extension du rôle des VDP, bien qu'efficace dans l'urgence, pourrait installer une logique où la sécurité locale remplace progressivement les mécanismes administratifs traditionnels. Certains analystes redoutent un glissement vers une centralisation du pouvoir, où l'autorité militaire, sollicitée pour chaque crise, absorberait les prérogatives de l'État civil. Cette inquiétude s'appuie sur l'histoire récente de plusieurs États du Sahel, où la dépendance excessive aux milices locales a parfois généré des tensions internes et une perte d'équilibre institutionnel. Le second argument, tout aussi structuré, défend au contraire que la défense communautaire constitue la seule réponse réaliste à un territoire immense et fragmenté. Les VDP, composés d'agriculteurs et d'enseignants, incarnent une forme de souveraineté populaire qui dépasse les limites de l'armée régulière. Leur engagement massif témoigne d'une volonté collective de protéger les villages abandonnés, les routes restaurées et les infrastructures vitales. Dans cette vision, la militarisation n'est pas un danger, mais une transition temporaire, rendue nécessaire par l'ampleur des attaques, plus de 60 en quelques mois. La montée en puissance des drones fabriqués localement renforce cette position. Ces outils permettent de surveiller des zones sensibles, sans recourir à un déploiement massif de troupes. La réponse nuancée se situe entre ces deux logiques. Les données montrent que la baisse de 35% des attaques
et la réouverture de 40 écoles ne sont pas le résultat exclusif d'une militarisation, mais d'une combinaison rare. Défense locale, reconstruction logistique et présence politique constante. Dans ce schéma, Ibrahim Traoré n'est pas l'architecte d'un modèle militaire hégémonique, mais le garant d'un équilibre instable, où la sécurité sert d'amorce à la reconstruction civile. La véritable question n'est pas de choisir entre ordre militaire ou institution civile, mais de déterminer comment maintenir la complémentarité entre les deux jusqu'à ce que les infrastructures restaurées puissent soutenir une gouvernance stable. La bascule commence ici. Dans plusieurs villages libérés, ce ne sont plus les opérations militaires qui définissent que le quotidien, mais les signes ténus d'un retour volontaire des populations. Les marchés rouvrent quelques heures par jour, les écoles reprennent des cours irréguliers, et les points d'eau restaurés attirent des familles qui n'osent plus traverser les zones disputées. Ce changement discret, presque fragile, constitue la véritable rupture. La dynamique ne vient plus d'en haut, mais d'en bas. La présence des VDP joue un rôle déterminant dans cette transition. Leur maillage du terrain transforme chaque route sécurisée en ancrage social, permettant aux enseignants, aux commerçants et aux cultivateurs de réinvestir des espaces auparavant vidés par la peur. Ce retour progressif modifie l'équation du conflit. La population cesse d'être un simple indicateur et reprend une fonction active dans la stabilisation locale. Dans cette phase charnière, Ibrahim Traoré apparaît davantage comme un stabilisateur que comme un commandant. Sa circulation continue entre les lignes de front et les zones civiles sert de relais symbolique entre les deux forces qui font tenir le pays, l'autodéfense locale et la reconstruction matérielle. La césure n'est plus militaire, mais sociétale. Groupe NN, les citoyens. La restauration progressive de 300 puits modifie directement les comportements des familles dans les zones rurales. Les trajets dangereux vers les points d'eau éloignés diminuent, ce qui réduit l'exposition aux embuscades et permet aux ménages de rétablir des routines quotidiennes. Les 40 écoles rouvertes attirent les enfants et restructurent la vie communautaire autour d'horaires reconnus, même instables. Cette réactivation locale crée une stabilité perceptible. Les villages cessent d'être des lieux transitoires et redeviennent des espaces habitables. Groupe DN, les activités économiques. Les marchés qui fonctionnent quelques heures par jour génèrent une circulation minimale mais régulière de biens essentiels, ce qui empêche une nouvelle flambée des prix dans certaines régions. Les routes reprises, représentant 70% des axes stratégiques, facilitent le transport des denrées et réduisent les pertes liées aux retards logistiques. Plusieurs petits producteurs, auparavant bloqués par l'insécurité, recommencent à écouler leurs récoltes. La présence continue des VDP rassure les commerçants et stabilise les zones de transaction. Groupe ND, l'État et ses institutions. La baisse de 35% des attaques, signalée par l'ONU, permet au gouvernement de regrouper ses ressources administratives au lieu de les disperser sur tous les fronts. Les déplacements du Premier ministre dans les camps avancés réduisent la perception d'un État éloigné, tandis que la présence d'Ibrahim Traoré sur certaines lignes symbolise une gouvernance en première ligne. Cette configuration renforce l'autorité institutionnelle sans recourir à la centralisation brutale, souvent critiquée. Les infrastructures rétablies servent également de relais pour la coordination civilo-militaire, améliorant la circulation de l'information entre le terrain et les centres de décision. Groupe KV, l'impact régional. Les reconquêtes successives dans l'est du pays créent un effet de ricochet sur les frontières avec le Niger et le Bénin, où les flux de groupes armés deviennent plus difficiles à dissimuler. Les drones sont fabriqués localement, capables d'identifier plus de 100 camps ennemis en 6 mois, modifient la manière dont les États voisins évaluent la stabilité de la zone. Cette surveillance accrue décourage certaines infiltrations et renforce la coopération sécuritaire régionale.
Les progrès, même partiels, redonnent au pays une capacité d'initiative rarement observée dans les années précédentes. Dans l'ensemble, ces effets ne forment pas une dynamique unifiée, mais une mosaïque de stabilisation partielle. Chacune dépend des routes, des écoles, des puits et de la capacité des communautés à se réapproprier leur territoire. Le pays ne retrouve pas encore un équilibre stable, mais il s'extrait lentement d'une instabilité totale. Les signaux convergent vers une même ligne. La reconstruction, bien que fragile, produit des retombées concrètes pour les citoyens, l'économie, les institutions et l'environnement régional. Scénario de base. Stabilisation progressive. Si les tendances actuelles se maintiennent, le pays entrerait dans une phase de consolidation lente, mais mesurable. Les routes restaurées continueraient d'alimenter les marchés locaux et de réduire les poches d'isolement. Les puits réparés, déjà plus de 300, permettraient aux familles de stabiliser leur quotidien, tandis que les 40 écoles rouvertes deviendraient des pôles de cohésion locale. Dans ce scénario, les VDP garderaient un rôle clé pour sécuriser les zones sensibles, et l'État renforcerait sa présence administrative sans recourir à une militarisation accrue. La trajectoire resterait fragile, mais suffisamment stable pour éviter un retour immédiat à une insécurité généralisée. Scénario optimiste. Recomposition accélérée. Si les opérations militaires et civiles convergent, la baisse de 35% des attaques pourrait se transformer en réduction plus large. Les drones locaux, déjà capables d'identifier des positions ennemies, joueraient un rôle de prévention plutôt que de réaction, permettant des interventions plus précises et moins coûteuses. Les infrastructures réparées deviendraient alors des vecteurs de croissance, en attirant les commerçants et en relançant l'agriculture dans les zones rurales. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré consoliderait une gouvernance de proximité fondée sur la présence continue sur le terrain. Le pays pourrait amorcer une transition vers une stabilité sociale plus tangible, qui réintégrerait progressivement les populations déplacées. Scénario critique. Revers et fragmentation. Si les routes récemment sécurisées étaient de nouveau coupées, l'effet domino serait immédiat. Marchés interrompus, écoles fermées, puits abandonnés et flux logistiques rompus. Les VDP surexposés risqueraient de se retrouver isolés face à des groupes armés restructurés. Cette dynamique pourrait provoquer un recul généralisé, ramenant certaines régions à un niveau de vulnérabilité similaire aux phases les plus dures du conflit. Dans cette situation, la pression internationale augmenterait, avec un risque d'isolement diplomatique accru. Le pays entrerait alors dans un cycle de fragmentation territoriale, dont il serait difficile de sortir sans efforts coordonnés et soutenus. Dans ces trois scénarios, le facteur décisif reste l'alignement entre sécurité locale, reconstruction logistique et continuité politique. La direction que prendra le pays dépendra moins d'un événement unique que de la capacité collective à maintenir les lignes vitales ouvertes. Pour les habitants des zones rurales, les changements observés depuis le début de l'année se traduisent moins par des discours que par des gestes concrets. Les puits restaurés réduisent les trajets dangereux, les routes reprises rouvrent les marchés et les écoles accueillant progressivement les enfants. Ces signaux, modestes mais tangibles, redonnent une forme de continuité au quotidien. Ils rappellent que la stabilité ne naît pas d'un événement spectaculaire, mais d'une accumulation de petites sécurités retrouvées. Pour les observateurs extérieurs et les partenaires internationaux, la transformation en cours oblige à revoir la grille de lecture habituelle des crises sahéliennes. Le pays ne se situe plus dans une dynamique d'effondrement linéaire, mais dans un modèle hybride où la reconstruction logistique avance malgré une menace persistante. Ce glissement impose une vigilance plus fine. L'aide, si elle est mal calibrée, pourrait perturber l'équilibre fragile entre défense locale et reprise économique. À l'inverse, un soutien ciblé sur les infrastructures essentielles pourrait accélérer la stabilisation. Pour ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso depuis l'étranger, l'histoire qui se dessine n'est pas seulement celle d'un conflit,
mais celle d'un pays qui tente de réinventer sa propre capacité d'agir. Les données disponibles montrent des progrès partiels, mais ces progrès suffisent à créer un mouvement collectif. Chaque école rouverte, chaque route réparée, chaque marché réanimé devient un repère pour comprendre ce que signifie tenir dans un contexte d'instabilité prolongée. Deux pistes simples émergent pour les publics concernés. S'informer à travers des sources fiables et soutenir les initiatives locales qui renforcent la cohésion sociale. Ces gestes, même modestes, contribuent à maintenir l'élan fragile qui apparaît aujourd'hui. La première étape consiste à verrouiller les routes stratégiques déjà reprises. Les unités régulières et les VDP doivent établir des points de contrôle permanents sur les axes sensibles, avec une rotation toutes les 48 heures pour éviter l'épuisement. Cette mesure se juge en observant la continuité des convois humanitaires et la capacité des marchés à fonctionner 3 jours par semaine. Si ces deux indicateurs se maintiennent, la ligne logistique devient stable. La deuxième étape vise la consolidation des services essentiels. Les équipes locales doivent poursuivre la restauration des puits endommagés et étendre la remise en service des écoles ouvertes. Cette phase repose sur un critère simple: la réduction du nombre de villages dépendant de sources d'eau externes. Une communauté qui accède à l'eau à moins de 2 km retrouve une autonomie minimale, souvent décisive pour limiter les déplacements risqués. La troisième étape concerne l'intégration civilo-militaire. Les patrouilles mixtes doivent coordonner leurs interventions avec les responsables communautaires afin d'éviter les zones d'ombre qui favorisent les infiltrations. Les progrès se mesurent par la diminution des interruptions de chantier durant les alertes sécuritaires. Plus les travaux avancent sans suspension, plus la confiance locale se renforce. La quatrième étape repose sur la présence politique de proximité. Les déplacements réguliers des autorités, notamment ceux d'Ibrahim Traoré, doivent maintenir un lien direct entre décisions nationales et réalités quotidiennes. Cette présence se vérifie par l'augmentation du nombre de villages acceptant de réinstaller les familles déplacées. Un village qui accueille ses résidents marque une rupture nette dans la dynamique du conflit. Ces étapes n'offrent pas une garantie de paix, mais elles forment une trajectoire mesurable, reproductible et adaptée au terrain. Dans le camp de Tenko, les silhouettes poussiéreuses des soldats évoquent encore ce moment où le Premier ministre avait traversé les rangs sans un mot, seulement accompagné du bruit rauque du vent. Ce motif, aperçu plus tôt, réapparaît aujourd'hui sous une forme différente. Dans certains villages, les enfants franchissent à nouveau la porte des écoles rouvertes, tandis que les étals improvisés réapparaissent sur des marchés encore fragiles. Ces gestes simples prolongent le même fil narratif, celui d'une nation qui se relève non par éclat, mais par continuité. Les habitants racontent que la fatigue n'a pas disparu, mais qu'elle ne domine plus entièrement le paysage. Les soldats avancent avec moins de crainte, les familles avec plus de certitude, et les enseignants avec un sens renouvelé de leur rôle. Cette cohérence naissante s'enracine dans les petites victoires observées dès les premiers jours de reprise. Au milieu de cette trajectoire, Ibrahim Traoré ne se présente ni comme héros, ni comme un symbole figé, mais comme un point de passage entre le danger et la reconstruction. Sa présence rappelle que la résistance ne s'exprime pas seulement dans l'urgence militaire, mais dans la persistance quotidienne. La dignité renaît par l'usage du territoire. Chaque geste du terrain devient une promesse d'avenir. Le pays avance dans une palédique lumière encore incertaine, semblable à ces fins d'après-midi où les routes rouges du Burkina Faso reprennent vie sans bruit. Les villages libérés ne célèbrent pas leur retour par des discours, mais par des gestes simples. Un marché qui rouvre, une classe qui se remplit, une famille qui retrouve sa maison. Ce sont ces signes, parfois discrets, qui composent la véritable trame de la reconstruction. Pourtant, la compréhension de ce moment ne se limite pas à l'observation. Elle se nourrit aussi de la manière dont chacun choisit de s'informer, de partager ou de soutenir le travail patient des communautés locales.
À mesure que le terrain se transforme, les récits deviennent un vecteur essentiel pour relier ceux qui vivent la reprise et ceux qui la suivent de loin. La question demeure ouverte. Dans un pays qui se reconstruit pas à pas, quelle place peut prendre la voix de ceux qui souhaitent comprendre, transmettre ou accompagner cette trajectoire? Si cette histoire vous interpelle, alors poursuivre la conversation devient déjà une forme d'engagement.